résultats définitifs de l'élection locale partielle à Niama, Bétier dans le Tchologo et à Doropo. Le porte-parole de la CEI, la commission électorale indépendante, en direct sur ce plateau. Dans l'actualité également, la suite des examens et concours de fin d'année. Plus de 40 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur, des filières tertiaires et industrielles. L'actualité à l'étranger au Mali, des représentants de groupes rebelles ont échangé avec le président malien par intérim, Diankouda Traoré. Cette concertation a porté sur la normalisation de la situation au Mali. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue à cette demi-heure d'information. En direct sur ce plateau, M. Enza Diomandé, porte-parole de la Commission électorale indépendante. Bonsoir. Bonsoir, M. Vous avez tous les résultats? Oui, nous avons à présent tous les résultats de ces élections partielles. Alors, nous vous écoutons. Alors, nous commençons donc par la commune d'Anyama. Inscrits 52 974. Votants 21 095. Bulletin nul 701. Suffrages exprimés 20 394. Taux de participation 39,82%. Ont obtenu Lassine Camara, candidat indépendant, 7 725. Soit 37,88%. Dogbo Joseph, candidat indépendant, 2 928 voix, soit 14,36%. Amidou Silla, candidat du RDR, 9 741 voix, soit 47,76%. Est donc élu. La liste RDR conduite par Amidou Silla, avec 9 741 voix, soit 47,76%. Commune de Bétier. Inscrits 4 471. Votants 2 522. Bulletin nul 123. Suffrages exprimés 2 399. Taux de participation 56,41%. Ont obtenu Tano Manizan Etienne du RDR, 1067 voix, soit 44,48%. Essueki Niamien, candidat indépendant, 688 voix, soit 28,68%. Ata Apia, du PDCI RDA, 644 voix, soit 26,84%. Est donc élu Tano Manizan Etienne du RDR, avec 1067 voix, soit 44,48%. Doropo. Inscrit 3584. Votants 1424. Bulletin nul 134. Suffrage exprimé 1290. Taux de participation 39,73%. Ont obtenu Ouattara Isiaka du RDR, 701 voix, soit 54,34%. Kambiré Charles, candidat indépendant, 589 voix, soit 45,66%. Est donc élu Ouattara Isiaka du RDR avec 701 voix, soit 54,34%. Région du Tchologo. Inscrits 92 244. Votants 41 355. Bulletin nul 2604. Suffrage exprimé 38 751. Taux de participation 44,83%. Ont obtenu Ouattara Yaya Tiekoura Georges, candidat indépendant, 8 806 voix, soit 22,72%. Kone Lassina, candidat du RDR, 29 945 voix, soit 77,28%. Est donc élu Kone Lassina du RDR avec 29 945 voix, soit 77,28%.
Voilà donc, M. Mobio, l'ensemble des résultats. Alors, quel bilan faites-vous de ces élections locales partielles? On peut retenir globalement que les choses se sont bien déroulées dans l'ensemble, sauf à Doropo où nous avons eu quelques incidents, quelques-unes cassées. Oui, tout à fait. Mais nous avons pu compiler les résultats sur place et après délibération donc de la commission centrale, ce sont les résultats qui ont été donnés. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces élections. Merci à vous. Revenons sur les temps forts de la mission au Togo du président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. La médiation du chef de l'État pour des élections législatives apaisées prévues le 25 juillet prochain au Togo. Envoyé spécial, Viviane Aïma. Désamorcer les graves troubles qui menacent l'horizon togolais, la médiation conduite par la CEDEAO auprès de la classe politique de ce pays aura réussi à faire baisser la tension autour des élections législatives qui se dérouleront ce jeudi 25 juillet. Pendant un peu plus d'une journée, le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, accompagné dans cette démarche par le président nigérian Goodluck Jonathan, ont ensemble longuement parlé avec leur homologue togolais, le président Faure Gnassingbé. Ils ont aussi longuement parlé avec toute l'opposition togolaise. Au cours de ces différents huis clos qui ont marqué ces discussions, sans nul doute que des assurances ont été données, des promesses ont été faites. La démarche opérée par la CEDEAO a ceci de salutaire que pouvoir et opposition au Togo ne sont plus dans un face-à-face. Il y a désormais une interface qui est la CEDEAO. Cette médiation a ainsi permis d'obtenir l'adhésion de toutes les parties pour que les législatives du 25 juillet se déroulent dans un climat apaisé et pour qu'il n'y ait pas de violence à l'issue des résultats. Cette démarche préventive vient rompre avec l'attitude de pompier qui a longtemps caractérisé l'organe communautaire. C'est que la CEDEAO, sous la conduite de son actuel président en exercice, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, affiche désormais une grande détermination, démontrée par la gestion unanimement saluée des crises au Mali et en Guinée-Bissau. Cette fois encore, la gestion par anticipation de cette énième crise togolaise qui se profilait à l'horizon peut être considérée elle aussi comme un succès. Au Mali, des représentants de groupes rebelles du Mouvement national de libération de l'Azawad et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ont échangé avec le président malien par intérim, Dioncounda Traoré. Cette concertation a porté sur la normalisation de la situation dans le Nord. Après la libération des agents électoraux enlevés samedi à Kidal, on retrouve notre envoyé spécial au Mali, Sylvie Touré. Le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, et le HCUA, au Conseil pour l'unité de l'Azawad, chez le président de la transition malienne. La visite intervient le lendemain de la libération des agents électoraux enlevés à Tessalit dans la région de Kidal, au nord du Mali. Pointé du doigt, le MNLA a encore une fois nié les faits. Vous savez, c'est une zone infestée de beaucoup de problèmes, dont des règlements interpersonnes, des règlements intercommunautaires, des règlements interethniques. Il ne faut pas tout mettre sur la base du sabotage des élections ou d'un quelconque désaveu à l'accord qui est signé. Et nous ignorons les individus qui ont fait l'enlèvement, mais ce qui est clair, c'est que je peux vous confirmer, c'est que ce sont nos éléments, nos forces armées du MNLA qui ont fait la poursuite pour pouvoir récupérer les gens qui ont été enlevés. Le MNLA et le HCUA appellent plutôt le gouvernement à respecter les engagements pris lors de la signature de l'accord de Ouagadougou en juin dernier. Il y a le gouverneur, il y a l'administration à Kidal, il y a l'armée malienne à Kidal, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la CENI, il y a tous les engagements que nous avons pris. Et c'est pour cela que nous voulons aussi que de la part du gouvernement, aussi que les mesures de confiance qui sont contenues dans l'accord, que les engagements qui sont contenus dans l'accord soient aussi respectés. L'accord de Ouagadougou, il en a été question ce lundi à Bamako, à l'occasion de la réunion du comité technique des suivis-évaluations. Voilà, c'était notre envoyé spécial sur place au Mali, Sylvie Touré.
Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est en France pour rendre compte de la mission à lui confier par le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre d'une mission d'information et de contact en Égypte. Et sur place à Paris, Guillaume Soro a été l'invité de la chaîne internationale France 24 pour faire le point de sa mission en Égypte. Nous vous proposons un extrait de son intervention. On assiste à un réveil ou à un éveil formidable de conscience en Afrique. Et ça, c'est important. Et ce qui s'est passé en Égypte est quand même spécifique, je dirais exceptionnel. C'est quand même 20 millions de personnes qui étaient dans les rues. Certains disent 30 millions, je ne vais pas jusque-là. D'autres disent qu'il y avait beaucoup, bien moins. Mais toujours est-il que les images que nous avons vues dans les médias et ailleurs sont des images impressionnantes et qui montrent bien que les Égyptiens, il y a une conscience. Et je suis convaincu qu'avec la conjugaison de la communauté internationale pour mettre la pression nécessaire qu'il faut, on peut aller au respect de la feuille de route. Je pense que sur toutes ces questions en Côte d'Ivoire, à mon avis, il faut laisser la justice faire. Je pense que l'immixtion de la politique dans le domaine judiciaire n'est pas acceptable. La Côte d'Ivoire a une justice, la justice internationale aussi s'intéresse au dossier ivoirien. De mon point de vue, si on est démocrate, il y a la séparation des pouvoirs, il y a l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Il faut laisser le pouvoir judiciaire donc aller jusqu'à son terme. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, est depuis hier à Washington aux États-Unis à la rencontre des partenaires au développement. Et au programme de cette visite de travail, un exposé du ministre d'État sur la nouvelle politique nationale de l'emploi pour la période 2012-2015. La lutte contre le VIH-Sida était au centre d'une concertation tenue récemment à Abuja, au Nigeria. La délégation ivoirienne était conduite par Raymond Goudou Kofi, ministre chargé de la Santé. Cette rencontre autour du sida a été initiée par l'Union africaine. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Appropriation, responsabilité et viabilité dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique. Du passé à l'avenir en passant par le présent, pour les dirigeants africains membres de l'Union africaine, il n'y a pas un meilleur thème que celui-là qui les a réunis du 12 au 16 juillet 2013 dans la capitale nigériane. Une autre occasion qu'ils se sont donnée 12 ans après l'adoption de l'appel d'Abuja de 2001 pour plancher sur ces maladies, véritables problèmes de survie des populations. Autour de la table ronde organisée à cet effet sur le thème, 6 panélistes au nombre desquels le président Alassane Ouattara choisit pour sa participation au sommet au titre de président en exercice de la CEDEAO. Le président de la République de Côte d'Ivoire empêché, c'est son ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, qui en son nom a pris part au débat pour présenter le plan ivoirien de lutte contre ces maladies à travers la création du Fonds national pour parler spécialement du sida. En clair, ce sommet dénommé Abuja plus 12, une véritable plateforme d'échange, a permis aux dirigeants africains, comme ils l'ont voulu, d'analyser les facteurs faisant persister ces 3 maladies sur le continent, de relever les lacunes de la lutte et de renouveler leur engagement dans cette lutte. Tout cela dans le contexte des objectifs du millénaire du développement, en abrégé OMD. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la situation que traverse Dadaï Dambélé. Ce garçon de 10 ans, victime d'une diarrhée étrange, a subi une opération à son flanc droit qui aurait échoué. Et depuis 1 an, faute de moyens financiers, ce garçon de 10 ans vit aujourd'hui avec un ventre ouvert, un pan de l'intestin dehors, âme sensible à s'abstenir, les images difficiles à regarder pour certains. Bokabo, un quartier de la commune d'Abobo, où les habitants côtoient quotidiennement la pauvreté. Ici, une maison d'une pièce, pas différente des autres, ou du moins en apparence. Parmi les membres de la famille qui composent la maisonnée, un cas social, un garçon d'une dizaine d'années, le ventre ouvert et les organes au vent. Un supplice qui dure depuis 1 an. Son enfant est malade depuis 1 an. Un jour, il est quitté à l'école, son ventre lui faisait mal, il avait la diarrhée. Donc,
L'enfant est parti au WC. On dit de partir avec l'enfant à l'hôpital pour aller l'opérer. Donc ils l'ont opéré, donc ça n'a pas marché. Un jour, un monsieur l'a vu. Donc le monsieur lui a dit que son cas est grave. Ils m'ont envoyé 750 000 pour faire l'opération. 750 000 francs CFA. Un montant trop élevé pour cette famille qui arrive à peine à assurer son quotidien. Un montant pourtant qui rendrait le sourire à Dadaï. Je suis malade. Je vais quand mes soins. Tous mes camarades me font quand je vais m'amuser avec eux. Je ne vais plus à l'école. J'ai envie de partir à l'école. Un véritable SOS de la part de cet enfant qui demande à ne plus vivre cette douleur permanente pour enfin retrouver une vie normale. C'était le compte-rendu de Hamza Diaby. Dans l'actualité également, la suite des examens et concours de fin d'année. Plus de 40 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur des filières tertiaires et industrielles. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves dans le district d'Abidjan, le ministre de l'Enseignement supérieur, Cissé Bakongo, était sur le terrain. Le constat de Christelle Munan et Chantal Akadan. 46 519 candidats composent aujourd'hui dans 32 filières pour le brevet de technicien supérieur. Le diplôme nationalisé en 1992 est un sésame aussi bien pour l'emploi que pour le second cycle supérieur. Alors même malade, on ne se fait pas prier pour venir composer. Je suis en informatique et développeur d'applications. Je ne me sens pas très bien, mais je suis obligée de venir composer. Que Dieu me garde. Au lycée technique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo, visite les candidats et tout le personnel encadrant les examens du BTS, histoire de s'informer sur le bon déroulement des épreuves. Ce que je dois dire, c'est que les conditions que nous avons observées sont des conditions satisfaisantes. Donc je peux dire, comme je l'ai déjà dit, à nos partenaires, au secteur professionnel, aussi bien commercial qu'industriel, que les étudiants titulaires du BTS qui sortent donc de nos structures d'enseignement supérieur privées, mais aussi publiques, sont des étudiants qui sont bien formés, qui sont donc aptes à travailler, dont l'employabilité est éprouvée. Les épreuves écrites du BTS s'achèvent le 27 juillet prochain. Les oraux se tiendront du 30 juillet au 3 août et les résultats sont attendus pour le 30 août 2013. À Bouaké, ce sont plus de 1000 candidats qui affrontent les épreuves écrites du BTS. 2 centres ont été retenus dans cette région du Bouaké, nous dit Kouadio Kwame de la station régionale RTI Bouaké. Le brevet de technicien supérieur BTS, dernier examen à grand tirage, a débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. C'est par les épreuves écrites, toutes filières confondues, que les candidats ont ouvert le bal. Pour cette session 2013, ils sont au total 46 519 candidats contre 35 569 l'an dernier. À Bouaké, ce sont 1005 candidats qui vont à l'assaut des épreuves. Ces candidats sont repartis dans 2 centres d'examen, soit 43 salles. Les surveillants et les agents de sécurité étaient tous à leur poste pour un bon déroulement de l'examen. Malgré cette bonne organisation, quelques absences ont été signalées. L'innovation cette année, les compositions débutent par les épreuves écrites, contrairement aux autres années. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, cela laissera le temps pour le système des anonymats de se développer et permettra plus tard un gain en temps pour les corrections. Les candidats disent avoir abordé les épreuves de français avec sérénité. Après première lecture, je peux dire que c'est abordable. Et pour ce qu'on a eu à apprendre en classe, je pense qu'on a un peu les moyens pour pouvoir affronter le sujet. Contrairement à l'année dernière, je trouve que le test est très abordable. Et je pense que cette année, ça ira. Cette année, seules les matières retenues après la réforme font l'objet d'examen. Elles sont au nombre de 32 contre 69 l'année dernière. 7 différentes filières sont au programme. Quant aux épreuves orales, elles se dérouleront du 30 juillet au 3 août et les épreuves pratiques professionnelles du 5 au 9 août. Les résultats du BTS session 2013 seront proclamés le 30 août prochain.
Le reste de l'actualité avec tout d'abord la lutte contre la vie chère par la baisse significative et durable des prix de produits de grande consommation en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du ministère chargé du commerce. Ce matin, à la Chambre de commerce et d'industrie, le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, a rencontré les associations de consommateurs pour échanger, mais surtout trouver ensemble les solutions pour freiner la flambée des prix sur les marchés. Le compte-rendu de Gabriel Zani. À Abidjan, les prix des denrées alimentaires ne font que grimper. Avant, par exemple, les oignons, le kilo 300, 250, mais aujourd'hui, ça monte jusqu'à 600, 700, vraiment, ça ne nous arrange pas. Moi, je n'arrive plus à payer le kilo de la viande. On va payer les dérivés, les abats. Les tracasseries routières, les marges anormales sur certains produits importés, la multiplicité des taxes sont autant de facteurs qui expliquent cette flambée des prix sur les marchés, selon le ministère du Commerce et les associations de consommateurs réunis ce lundi à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Pour résoudre durablement la question de la cherté de la vie, le ministre du Commerce envisage réactiver 2 outils de régulation économique. Nous avons remis en place la commission de la concurrence et la loi sur la concurrence a été révisée pour maximiser cette concurrence-là en Côte d'Ivoire. C'est par la multiplication des offres, la création d'entreprises qu'on va avoir une meilleure compétition et les prix pratiqués seront le fruit d'une compétition. C'est pour ça qu'il est important de lutter contre toutes les pratiques anticoncurrentielles, les positions dominantes, les monopoles et les ententes. Dans les discussions très animées, des propositions de solutions d'action conjointes entre le ministère du Commerce et les associations ont été faites. Nous avons une base de données de volontaires de la consommation que nous avons formée aux droits et aux devoirs des consommateurs qui sont présents sur tout l'ensemble du territoire national, qui sont donc disponibles à faire remonter les informations aussi le plus rapidement possible aux contrôleurs, aux inspecteurs qui sont au ministère du Commerce pour que, étant un nombre restreint, ils fassent des descentes efficaces. Dénoncer la flambée des prix des produits, voilà la recommandation de Jean-Louis Billon aux associations de consommateurs. La création d'emplois pour les jeunes a été aussi l'une des solutions évoquées par le ministre du Commerce pour donner du pouvoir d'achat aux Ivoiriens. Au ministère de l'économie et des finances, le meilleur agent du Trésor pour la période mai 2012-avril 2013 est connu. Il s'agit de Koulibaly Maïmouna. La lauréate encourage et exhorte ses collègues au travail bien fait, principale qualité qui lui a valu ce prix de meilleur agent du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire. Le point avec Ali Diarasouba. Koulibaly Maïmouna Nlodja est le meilleur agent du Trésor public ivoirien pour cette année 2013. Elle a été désignée ce vendredi à la faveur de la cérémonie de distinction des meilleurs agents de l'institution qui a à charge de gérer les deniers publics de la Côte d'Ivoire. La lauréate, choisie parmi 84 nominés, peut bien être heureuse, surtout après tant de dons de soi pour arriver à ce résultat. Je remercie le Tout-Puissant d'avoir permis que je sois le meilleur agent du Trésor public. Je suis devenu fonctionnaire, donc il faut que j'assure mes fonctions. Et donc il faut que je me réveille tôt le matin, que je me rende à mon lieu de travail et que j'exécute mes tâches. Et puis bon, voilà, le résultat est là. Ce concours a été instauré pour conforter la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique dans sa quête de clarté et de transparence, surtout dans la recherche de l'excellence. Le Trésor est une administration qui a l'exclusivité de la gestion des ressources de la communauté. Et quand vous avez une responsabilité comme celle-là, vous êtes obligé d'être détenteur d'un certain nombre de valeurs, en plus de l'aspect professionnel et technique. C'est pour cela que les agents du Trésor ont décidé de se doter d'un code d'éthique et de déontologie. Plusieurs valeurs sont requises pour être désigné meilleur agent du Trésor. Ces critères allant de la probité à la disponibilité en passant par l'intégrité ont été les maîtres mots qui ont orienté le choix des membres du jury. Un jury composé de 15 personnes. Au terme de la cérémonie de distinction, le directeur de cabinet représentant le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Abouk Bané, a salué cette saine compétition qui vise à célébrer le savoir-faire et le savoir-être au sein du Trésor public ivoirien.
Une escalade dans le paysage politique. Le Grand Conseil du PDCI RDA s'est réuni dans le cadre des préparatifs du 12e congrès prévu en octobre prochain. Et pour le Grand Conseil de ce parti, la réussite de ce congrès passe par l'harmonie, l'entente, mais surtout la paix au sein du PDCI RDA. Justine Djiké. Les divergences d'opinion et les conflits de génération enregistrés au sein du parti cinquantenaire, le PDCI RDA, depuis quelques mois ne laissent aucun Ivoirien indifférent. Un petit-fils contre un grand-père, ça peut se régler en famille. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de se faire voir pour ça. Je suis d'accord avec le dicton qui dit que c'est les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Ça c'est vrai. Mais souvent aussi il faut savoir passer le flambeau. Je dis aux autres militants, quelqu'un qui t'a créé, tu essaies de marcher en fonction de ce qu'il dit, tout en faisant attention quand même. Tu as tes propres appréciations, mais grâce à ce parti que tu évolues, tu fais doucement et pour pouvoir évoluer dans ce contexte du parti. Ces sujets ont fait l'objet d'une rencontre des membres du Grand Conseil, l'instance de sensibilisation, de mobilisation et d'encadrement des masses du PDCI RDA. Après un débat franc, ils sont parvenus à une déclaration résumée en 8 points, entre autres la prise en compte de tous les courants de pensée et le rapprochement des différentes tendances, le maintien de la cohésion au sein du parti par la direction et la condamnation de tout déballage dans la presse. Tous sont unanimes pour une nouvelle dynamique au PDCI RDA en vue de demeurer le parti politique leader en Côte d'Ivoire. Cette dynamique va s'articuler autour des valeurs qu'a toujours prôné le PDCI RDA, à savoir le pardon, le dialogue, la paix et l'amour. Nous sommes tenus de ne pas laisser la maison se lézarder et s'effriter. Nous sommes la balance entre le bureau politique et les instances de base et autres. Le PDCI est le parti le plus ancien de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que pour des broutilles, ce parti-là puisse disparaître. Cette rencontre a vu la participation des grands conseillers venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire qui souhaitent une entrevue avec le président du parti, Henri Konan Bédié, pour dire leur part de vérité avant la tenue du 12e congrès du PDCI RDA le 2 octobre prochain. 2 ans après la fin de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire attend toujours la levée de l'embargo de l'ONU sur les armes et le diamant au regard des efforts consentis par les autorités ivoiriennes. L'espoir est permis selon Léon Brou. Novembre 2004, l'ONU, Organisation des Nations Unies, impose à la Côte d'Ivoire un embargo lui interdisant le trafic même légal d'armes avec l'extérieur. C'est à travers sa résolution 1572, prise au lendemain des frappes des forces de défense et de sécurité sur les villes de Bouaké et de Korogo, alors fief des forces nouvelles. Un an après, la 1643, une autre résolution onusienne consacre l'embargo sur les diamants ivoiriens. Normal, la Côte d'Ivoire était en crise, ces 2 mesures favorisent le retour à la paix. L'embargo sur les armes visant la protection de la population et la prévention de la reprise des hostilités. Celui sur le diamant, tirant sa légitimité de ce que l'exploitation et le commerce illicite de ce minerai permettraient entre autres le trafic et la prolifération des armes. Mais 9 ans plus tard, pourquoi laisser planer encore ces embargos? La crise ivoirienne a définitivement pris fin il y a déjà 2 ans avec l'arrestation le 11 avril 2011 de l'ex-chef de l'État. Depuis, de nombreux efforts ont été consentis. Unification de l'armée et du territoire, installation et fonctionnement régulier des institutions de la République, processus électoral dans un climat apaisé. On pourrait penser que ces exemples sont insuffisants si la levée de l'embargo pour certains commande au préalable que soient maîtrisées les armes en circulation sur le territoire. Là encore, des efforts sont déjà consentis. 5105 armes collectées dans le cadre d'opérations de dépôt volontaire, 4195 autres jugées obsolètes, détruites et 8175 armes des forces régulières marquées. Le tout dans un contexte de réforme du secteur de la sécurité dont les résultats à mi-parcours sont également salués par l'ONU. Au total, la Côte d'Ivoire a renoué avec sa souveraineté et la normalité. Les points sur lesquels on devrait fortement agir en ce moment sont la sécurisation des biens et des personnes et la défense de l'intégrité du territoire pour rassurer les investisseurs qui se bousculent aux portes de la Côte d'Ivoire.
À ce stade doit donc intervenir la levée des embargos onusiens pour permettre la consolidation des acquis obtenus avec le président Alassane Ouattara au pouvoir, renforcer la sécurité en Côte d'Ivoire face au risque de déstabilisation inhérent à la crise sahélo-saharienne. Et c'est normal, car dans tous les cas, le prochain mandat de l'ONUCI, Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, pourrait une fois encore être allégé pour raison d'amélioration de l'indice de sécurité. Voilà, l'actualité internationale, c'est aussi ce premier grand voyage du souverain pontife. Pape François est à Rio de Janeiro au Brésil pour les 28e Journées mondiales de la jeunesse. Une semaine entière à la fois spirituelle et festive, mais aussi un voyage très attendu puisque le pape argentin retrouve l'Amérique latine. Les Journées mondiales de la jeunesse de Rio devraient réunir au moins 1 500 000 jeunes venus du monde entier. Fin de ce journal, merci de l'avoir regardé. Bonne suite de programme sur RTI 1 et bonsoir.